Bonsoir à tous, alors bienvenue dans votre émission Entre Proms. Aujourd'hui nous avons un plateau particulier et spécial, mais avant de commencer ce plateau, comme d'habitude, nous allons vous présenter le Proms que nous avons choisi pour cette semaine. Alors que se passe-t-il aux Antilles? Est-ce que les Antillais vont mourir de faim? C'est la grande question à laquelle nous avons essayé de répondre lorsque nous avons choisi de vous présenter cette dame qui s'appelle Magali Cléry. Donc Magali Cléry, nous vous la présentons. C'est une dame qui est en Martinique, qui est martiniquaise, et c'est une dame qui fait des fromages. Alors pourquoi nous l'avons choisie? C'est parce qu'en ce moment, donc les rayons sont vides, tout le monde panique, tout le monde dit que nous allons rester sans manger. Mon Dieu, sans la France, on va mourir. Non, que tout le monde se rassure, tout va bien se passer. Nous avons des Antillais. Donc là, nous sommes partis en Martinique parce que nous avons déjà eu l'occasion ici dans cette émission de présenter des Guadeloupéens qui font des desserts que vous pouvez trouver, que ce soit Fabienne Huyut qui en plus a reçu des prix, qui fait des glaces et tout ce qu'il faut. Donc là, aujourd'hui, nous vous présentons Magali Cléry. Donc Magali Cléry, elle fait des yaourts, des fromages et des yaourts. Donc à la citronnelle, au coquelicot, à la vanille ou encore à la noix de tonka. Elle produit plus de 3000 yaourts par mois, ce qui est déjà très bien. Elle produit aussi 800 fromages tous les mois dans son atelier qui est situé à Rivière-Pilote, donc en Martinique. Et c'est la seule productrice de fromage du terroir martiniquais. Elle a une production artisanale qui est réalisée à partir du lait de producteurs locaux. Donc vous voyez, Magali Cléry, en plus, fait travailler les Martiniquais qui sont autour d'elle, puisque bien sûr, nous aussi, nous avons des animaux qui font du lait. On n'a pas besoin d'avoir des conteneurs pour ça. Donc aux Antilles aussi, les animaux font du lait comme dans tous les pays du monde. Donc elle prend le lait des producteurs locaux et elle fait ses fromages et elle obtient vraiment des produits qui sont de très bonne qualité. Elle n'utilise pas le lait reconstitué parce qu'il faut savoir que tous les fromages qu'on achète justement qui arrivent par le conteneur sont faits avec des laits reconstitués. On sait déjà que les industriels produisent de manière à ce qu'ils puissent avoir de moins en moins de dépenses et de plus en plus de marge. Donc elle appelle ses partenaires en direct qui lui fournissent plus de 1200 litres de lait par mois qui est nécessaire à sa production, et ça fait 7 ans qu'elle a créé sa crèmerie. Donc le but de Magali, c'est de profiter que les conteneurs ne rentrent pas pour pouvoir vendre ses yaourts et ses fromages. Donc je souhaite que les conteneurs ne rentrent pas maintenant du tout, de manière à ce que les Martiniquais puissent découvrir les yaourts et les fromages de Magali. Et nous, en Guadeloupe, on a aussi des producteurs qui font des produits laitiers et qui font des super desserts, et on vous présentera encore ça la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas, de toute façon, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va vous faire les posts pour vous présenter Magali, on va vous mettre aussi des autres Guadeloupéens qui nous font des yaourts qui sont excellents. Par exemple, je peux nommer par exemple Glace en nous, qui font des super glaces qui sont produits en plus localement. Et donc ne vous inquiétez pas pour les conteneurs. Pour l'instant, on peut les laisser là où ils sont et on s'en sortira très bien. Surtout que ces conteneurs sont bloqués par rapport à la réforme des retraites. Donc c'est la réforme sur laquelle nous allons parler aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ça, et on va décortiquer un petit peu ce qui se passe avec notre plateau de ce soir. Donc alors, on va commencer par Madeleine Burner. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être venu ce soir. Donc, vous êtes le syndicat SEUNSA. Donc, c'est le syndicat des enseignants. D'accord. Bon, merci pour la rectification. C'est le syndicat des enseignants et vous êtes responsable de la branche enfants dans le métier, et vous venez parce que les professeurs font une grève, donc pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et vous-même, vous êtes professeur des écoles retraité depuis quelques mois.
Bien sûr. Alors, merci de nous accompagner ce soir dans cette émission. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien ce que vous faites. En fait, je suis Madeleine Billonnaire, responsable de la branche entrant de le métier. D'accord. Et normalement, le responsable de la branche retraite devait y être, mais empêché, j'ai eu l'occasion de le remplacer. Voilà. D'accord. Donc, je suis PE en fait, et comme je viens de dire, je suis retraitée depuis quelques mois et je continue ma fonction au niveau du syndicat, qui est le SENSA, syndicat des enseignants. Bon, bah, c'est très bien. En tout cas, merci et c'est très bien pour la carrière que vous avez eue. On va en parler tout à l'heure. À côté de vous, nous avons Monsieur Yannick André, que vous connaissez déjà, hein, qui a déjà participé lorsqu'on a fait le Prime sur justement c'est difficile d'entreprendre en Guadeloupe, qui lui-même est entrepreneur. Donc, et on va parler avec lui de les cotisations qu'il paye, puisque vous payez comme tout le monde des cotisations pour votre retraite, n'est-ce pas, pour le moment? Tout à fait, oui. Donc allez-y, en quelques mots, on va vous laisser vous présenter. Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci Sabine. Superbe émission, Merci. Rien à dire. Et j'ai bien aimé l'intro, vraiment rien à dire. Et je suis donc responsable un organisme de formation qui s'appelle IMLC, qui propose à des personnes du monde entier de venir en Guadeloupe, apprendre le français et découvrir le patrimoine guadeloupéen depuis 1994. Et depuis 2008, on forme les professionnels, les scolaires, les étudiants, toutes les personnes qui ont des projets à l'anglais. L'anglais, donc business et autres. Et également, on propose un club social d'échange qui s'appelle Yonalot et qui permet de pratiquer la langue étrangère qu'on cherche à apprendre, puisqu'il y a le côté théorique, mais il faut aussi le côté pratique. Donc, on a un tas de propositions, que ce soit des rencontres fortuites, des rencontres très détendues, ou alors des choses beaucoup plus organisées, comme des ateliers autour des abeilles, comme on est en train de préparer bientôt, toujours pour pratiquer la langue étrangère. Donc, oui, nous payons des charges en tant qu'entreprise, chef d'entreprise, et aussi l'entreprise cotise pour les salariés, etc. Voilà, parce que vous avez plusieurs dans votre système. Alors vous avez plusieurs, comme vous travaillez avec des intervenants, Voilà. avec qui soit vous travaillez toute l'année, pas toute l'année. Donc, on va pouvoir en parler tout à l'heure pour voir si vous-même vous vous y retrouvez et comment ça se passe au niveau, comment vous pensez que ça va se passer pour la retraite et par rapport à ce que vous payez aussi pour vos différents intervenants. Et pour nous expliquer tout ça et pour nous éclairer, pour nous aider, nous avons des avocats qui sont venus, donc les avocats du barreau de la Guadeloupe qui sont venus ce soir. Donc nous avons Maître Sandia Dival-Genas et Madame Myriam Massengo Lacavé. J'ai bien prononcé? Oui, tout va bien. Bon ben enchantée. Alors allez-y, je vous laisse vous présenter. Eh ben, merci beaucoup Sabine de nous recevoir dans votre émission ce soir. Donc Sandra Divial-Gelas, je suis avocat au barreau de la Guadeloupe depuis maintenant 5 ans et je suis vice-présidente de l'Union des jeunes avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et donc on fait partie de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Je suis accompagnée d'une membre très active aussi au sein de notre syndicat qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. à tous. Donc, je suis maître Myriam Massengo Lacavé, je suis avocat au barreau de la Guadeloupe. Auparavant, j'étais avocat au barreau de Paris et depuis donc 2 ans, je suis rentrée au pays pour m'installer. Ça c'est génial. Voilà. On Et souhaite que tout le monde fasse comme vous. oui, ça c'est un autre sujet. Comment rentrer chez soi? Oui. Est-on accueilli quand on revient chez soi? Oui, aussi. Voilà. Oui. Et j'interviens plus particulièrement en droit du travail dans mon quotidien d'avocat et voilà, et aussi membre de l'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe. Bon bah très bien, donc ce week-end j'ai vu des belles images, alors j'ai vu que les avocats justement défilaient, alors il y a eu aussi une grosse mobilisation en France où les avocats ont même déposé leur robe, bah voilà, très bien. Et j'ai vu en Guadeloupe, alors les avocats avaient une superbe chanson, alors moi je me permets de la reprendre. Matron, ta réforme, tu peux la mettre dans le fion, un truc Non, c'était pas ça. Non, Béloubet, d'accord. si tu savais, ta réforme, retraite, Béloubet, si tu savais, ta retraite, où on la met, aucune hésitation. Voilà. Aucune hésitation. Moi, je fais Non, ta retraite, on n'en veut pas. Voilà, c'était ça. Alors, après, la manière dont on l'entend, effectivement, on pourrait croire que, parce que le aucune hésitation, voilà, il faut évidemment entendre tout le discours pour ne pas se méprendre. Pour ne pas se mélanger. Donc moi j'ai fait mon raccourci habituel, mais les avocats bien sûr nous remettent toujours dans le droit chemin, comme d'habitude. Alors on vous a ramené une petite vidéo parce qu'avant de parler de la réforme et des choses, puisque nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous envoient des messages pour
pour nous demander, eux qui vont créer une entreprise, comment ça va se passer, comment est-ce qu'ils doivent cotiser. Si c'est pour qu'ils créent, déjà c'est compliqué parce qu'ils ont déjà des charges alors qu'ils viennent d'ouvrir la semaine dernière. Et là, s'il faut leur rajouter, s'il faut qu'ils prennent une retraite complémentaire ou pas, ça les démoralise déjà. Donc, on vous a ramené une petite vidéo pour vous expliquer déjà comment fonctionne le système de retraite actuel. Et ensuite, on va venir en parler pour que vous ayez plus de précision. Ça arrive, vous allez pouvoir voir ça tout de suite. La retraite en France a une longue histoire, mais notre système actuel qui fonctionne par répartition date de 1945. Le total des pensions de retraite versées en 2010 s'élève à 279 milliards d'euros, soit environ 5 fois l'impôt sur le revenu. Cela représente également 25% des salaires versés en France. Autrement dit, pour 4 € de salaire brut, 1 euro est consacré au paiement des retraites. Il y a 3 niveaux dans le système de retraite en France. Les retraites légalement obligatoires, la retraite de base et la retraite complémentaire, les retraites d'entreprise et l'épargne retraite individuelle. Pour le premier niveau, il existe plusieurs régimes suivant l'activité. Le régime général des salariés, les régimes de la fonction publique, les régimes spéciaux qui correspondent à des entreprises ou des professions qui pour des raisons historiques ont conservé des régimes propres, les régimes des indépendants et des professions libérales, et les régimes de l'agriculture. On compte 15 millions de retraités, mais 35 millions de pensions sont servies, car de nombreux retraités dépendent de plusieurs régimes. Régime de base et régime complémentaire fonctionnent le plus souvent par répartition. Les actifs versent chaque mois des cotisations aux caisses de retraite qui les redistribuent aux retraités. Les régimes d'entreprise et individuels, en revanche, fonctionnent par capitalisation. Les actifs épargnent tout au long de leur vie et financent leur retraite par le capital accumulé. Le régime général des salariés est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il couvre 68% des actifs en emploi et près de 8 retraités sur 10. Pour percevoir sa retraite de base en totalité, un salarié du régime général doit remplir 2 conditions. Avoir atteint 60 ou 62 ans suivant l'année de naissance et avoir cotisé entre 162 et 166 trimestres. Depuis les premières réformes, la durée de cotisation ne cesse d'augmenter. Elle devrait croître davantage si la progression de l'espérance de vie l'exige. La pension est calculée sur la base de 50% du salaire moyen des 25 meilleures années, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. À cette pension du régime de base s'ajoute celle de la retraite complémentaire. La retraite complémentaire du régime général est gérée par l'ARCO et la GIRC. Tous les salariés cotisent à l'ARCO, les cadres cotisent en plus à la GIRC. Les régimes complémentaires sont des régimes en points. Les cotisations versées mensuellement sont transformées chaque année en points. La pension mensuelle correspond au nombre de points accumulés au cours de la carrière multiplié par la valeur de ce point. Tout régime confondu, la pension moyenne s'élevait en 2010 à 1 194 € par mois. La diversité des situations génère cependant des niveaux de retraite très variables. Les femmes, par exemple, perçoivent des retraites plus basses que les hommes. Les mesures prises ces dernières années ont permis de corriger certains défauts de notre système de retraite et notamment d'en améliorer l'équilibre financier. Mais il faut s'attendre à d'autres réformes dans les décennies à venir. Alors voilà, donc nous avons choisi de vous présenter cette vidéo puisque c'est une vidéo très ancienne, mais qui prend en compte, donc là, au moment où ils ont créé la vidéo, ils savaient déjà qu'il y avait des réformes qui allaient arriver. Donc là, on va pouvoir parler des différentes évolutions. Et c'est une vidéo qui posait justement la question de qu'allait-il se passer en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, donc on va dire que la personne était vraiment un visionnaire, hein, si je puis me permettre. Donc, première question que nous allons vous poser. Donc déjà, madame, vous êtes une jeune, justement, retraitée. Donc, on va essayer de parler de l'âge pivot pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que ce fameux âge pivot. Et vous allez nous expliquer à quel âge vous êtes parti à la retraite et dans quel système vous étiez lorsque vous êtes parti et comment ça se passe pour vous. En fait, moi, je suis partie à la retraite à 66 ans et demi. D'accord.
Et moi, j'ai bénéficié quand même de certain nombre de bonifications, comme par exemple des 62 ans, à partir de 62 ans, au-delà, disons, de 62 ans, on bénéficie d'une surcote. D'accord. Donc, j'ai écarté la décote, puisque je suis dépassée à 62 ans. Oui. J'ai bénéficié d'une surcote. Mais l'âge pivot veut dire quoi? L'âge pivot veut dire que ceux qui vont partir à la retraite à 62 ans, comme l'âge légal, disons l'âge légal, parce qu'il ne faut pas confondre l'âge légal et l'âge de départ limite. de chaque personne. Il y a deux d'accord. l'âge limite. Voilà, l'âge limite pour moi, c'est 66 ans et 6 ans, et 6 mois. D'accord. Voilà. Alors, à 62 ans, ceux qui sont partis à 62 ans, au-delà, n'ont pas de décote. D'accord. À partir de maintenant qu'on va instaurer l'âge pivot, 64 ans, ceux qui partiront à la retraite avant 64 ans, avant l'âge de 64 ans, seront en décote. D'accord. Alors qu'actuellement, pour être en décote, il faut partir à la retraite avant l'âge de 62 ans. D'accord. Donc qu'on comprenne bien, lorsqu'on dit que les personnes seront en décote, ça veut dire qu'ils ne vont pas toucher leur retraite à taux plein. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que nous sommes d'accord? En fait, quand ils sont en décote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont percevoir, ils sont en décote, on va diminuer leur pension de 1,25% par trimestre, ce qui fait une somme énorme. Oui. Et lorsqu'on est en sous-cote, on a 1,25% par trimestre. Donc, ça fait une différence qui peut aller jusqu'à 500 € de plus. Donc, c'est pour cela que tous les syndicats sont contre le départ à la retraite à l'âge légal, 64 ans. D'accord. 64 ans, parce que sinon, après, voilà. D'accord. Alors, on a vu dans la vidéo que les avocats, justement, ont un régime spécial. Donc, comment ils fonctionnent et par rapport à l'âge pivot, pour vous, comment ça se passe? Ah, déjà, juste pour revenir sur cet âge pivot, il est vrai que le Premier ministre Édouard Philippe a fait une annonce hier ou avant-hier, disant qu'il allait retirer cet âge pivot qu'il avait provisoirement, qu'il avait fixé à 64 ans. Effectivement, les personnes, parce que dans le projet, les personnes qui partaient après 64 ans auraient une bonification, comme on vous l'a expliqué, et celles qui partaient avant 64 ans auraient du coup pas leur taux plein. Parlons simplement, elles n'auraient pas le taux plein de leur pension de retraite. Voilà. Il s'est engagé à retirer provisoirement cet âge pivot et à appeler les syndicats à une nouvelle réunion au plus tard avril 2020 pour trouver un autre mode de financement. Et on parle même d'âge équilibre. Donc d'âge équilibre, ce serait l'âge auquel les personnes devraient partir à la retraite. Mais cet âge équilibre, il est calculé notamment en fonction de l'espérance de vie. Ce qui veut dire que dans le projet de réforme, quand même il y a eu cette annonce d'Édouard Philippe il y a quelques jours, il y a quelques heures même, il y aurait cet âge équilibre qui serait peut-être, allons-y, 62 ans aujourd'hui, et puis finalement on se rend compte avec des études scientifiques que l'année prochaine que l'espérance de vie a énormément augmenté, et ben de 62 on passe à 63, et puis pourquoi pas dans 5 ans, cet âge équilibre finalement il est à 70 ans. Bon, voilà. Donc on n'a aucune certitude là-dessus, en tout cas en ce qui concerne, je parle pour les régimes salariés. Pour les avocats, nous ne sommes pas un régime spécial. On ne dépend pas de l'État. Oui, c'est une caisse indépendante. Nous sommes autonomes, tout à fait. Nous sommes autonomes, ce qui veut dire que nous cotisons pour nous-mêmes. Pour vous. Pour nous-mêmes, voilà. Et ce qui veut dire aussi que, je vous donne un exemple, on va être très concret. Un avocat qui gagne environ 2500 € par mois. On parle de brut, donc il faut enlever les 40% de charge. Ça ne fait pas beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, 2500 € par mois. Actuellement, il doit cotiser 3100 € par an pour espérer avoir une retraite d'environ 1500 €. Voilà, on ne parle pas non plus de 40 000 €. Bon, on parle de 1500 € de retraite. Ce que le garde des Sceaux, et donc c'est pour ça que c'était la chanson éponyme, Beloubet si tu savais, ce que le garde des Sceaux souhaite nous faire, c'est nous dire, ceux qui gagnent, même si vous gagnez 2500 €, avec le projet de réforme, vous cotiserez non plus 3100 €, mais 7000 €. Et là, on se dit, d'accord, je vais cotiser plus, donc j'aurai certainement une retraite un peu plus élevée. Oui. Sachant qu'il faut le savoir, dans les 3100 € qu'on verse actuellement, il y a 1400 € qui vont pour le régime général. Juste pour la solidarité nationale. On cotise pour le régime général, juste parce que c'est le principe de la solidarité. Par contre, si demain on a une difficulté, le régime général nous dit, par contre, vous ne dépendez pas de notre caisse, on ne vous donne pas un centime. Pas grave. C'est le principe de la solidarité et on y adhère. Et là, le projet de réforme nous dit,
vous gagnez 2500 euros, actuellement vous cotisez 3100 euros par an. Avec le projet, celui qui gagne 2500 euros va payer 7000 euros par an pour avoir une retraite de 1000 à 1100 euros. Et là, on se dit, mais tout le différentiel, oui, où passe-t-il? Enfin, première question, comment fait-on lorsqu'on gagne 2500 euros? On enlève les 40%, on est peut-être allé à 1500 euros de revenus. Comment on fait pour cotiser, pour payer 7000 euros de retraite, juste pour la retraite? Parce que derrière, il ne faut pas oublier l'URSSAF, RCI, RSI et tout le reste, hein, bien sûr, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est en cela que nous protestons. Nous avons initié une grève depuis lundi dernier. Nous avons protesté dans la rue. Nous avons érigé un petit crâne, un petit squelette avocat pour dire que non, on ne veut pas être comme ça. Parce que cet âge pivot dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas applicable pour les avocats. Les avocats prennent leur retraite. Rod a pris sa retraite à 90 ans passés. Oui, c'est ça. 90 ans passés. Nous avons beaucoup de bâtonniers qui ont dépassé 80 ans et qui sont toujours là et qui viennent plaider. Parce qu'on n'a pas d'âge pour partir à la retraite. Et vous n'avez pas aussi le système peut-être de pénibilité. Tout à l'heure, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la pénibilité en fonction du métier. Ça ne s'applique pas à nous, effectivement. Voilà, qui permet que les gens puissent partir plus tôt. Donc, dans ce cas-là, quand il y a la pénibilité, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la SNCF, puisque c'est eux qui ont engendré en premier la grève. Comment on fait pour calculer la pénibilité et en quoi c'est dérangeant pour eux de partir plus tard par rapport à l'âge pivot? Je prends par exemple l'exemple des agriculteurs. Nous, on a beaucoup d'agriculteurs ici aux Antilles qui, eux, nous disent, mais nous, au contraire, c'est mieux pour nous parce que nous, notre travail, il est très pénible. En plus, c'est difficile. Des fois, ils n'arrivent même pas à payer toutes leurs charges et à arrondir, à se nourrir eux-mêmes de ce qu'eux produisent ici. Je parle vraiment en Guadeloupe, mais c'est pareil en France aussi. Donc, quelle serait la meilleure solution par rapport à cet âge pivot? Et en fonction de la pénibilité, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, laisser la retraite à 60 ans pour tout le monde? Ou bien, parce que là, s'ils partiraient, ça veut dire que s'ils partent à 58 ans, ils auront... bon, la bonification, c'est un peu comme le truc en plus, les bonus, mais ça veut dire que là, ils vont perdre énormément de retraite. Donc, comment ça fonctionne, la pénibilité? La pénibilité actuellement, elle est déjà prise en compte. Dans le système actuel de répartition, elle est prise en compte. Ça vous permet, comme un agriculteur, de partir beaucoup plus tôt, 50, 55 ans, 57 ans. Mais c'est ce qu'ils veulent changer. Oui, mais ils veulent changer. En même temps, après, ils disent que finalement, on ne va pas changer. En fait, ce qui est dérangeant, pas trop spéciaux mais particuliers. Ce qui est dérangeant, donc c'est la caisse MSA des agriculteurs. Et quelque part, nous, les avocats, on est bien concernés par le cas en particulier des agriculteurs parce que la majorité des charges et de notre cotisation à titre de solidarité va renflouer cette caisse qui est déficitaire. Donc celle des artisans et des agriculteurs. Donc notre caisse privée, j'ai même pas envie de parler d'autonomie parce que autonomie ça peut encore peut-être être vague pour quelqu'un qui ne connaît pas. Elle est privée. Elle est privée. C'est mon compte en banque à moi. Payé pour les artisans guadeloupéens. Voilà, j'épargne. Chaque personne a un livret A peut-être et épargne sur son livret A 10 euros, 100 euros par mois. Et c'est comme si l'État arrivait et vous dit, ben ça sera plus 100 euros. Je vous oblige à mettre 200 euros et tout ce que vous avez stocké, je le prends. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on nous dit. Comme ils ont l'habitude. Voilà. On connaît les choses. Oui, parce qu'on a 2 milliards. Non, mais c'est parce qu'ils ont besoin de scooters pour aller se balader. Non, c'est un excédent. Là, je suis en train de digresser. Je ne suis pas en train de répondre à la question, mais c'est juste que ça m'amène à dire ça. C'est vraiment, encore dans une image plus proche du pays. C'est-à-dire, vous cotisez pour vous payer une croisière dans la Caraïbe. Hein, vous avez, pendant un an, je dis, bon, ben, je vais mettre mon petit argent de côté. Et l'État vient vous dit non, écoutez, c'est pas tout le monde qui peut partir en croisière. Hein. Donc moi, je vais vous prendre ce que vous avez payé à l'agence. Je vais quand même doubler votre côté. Et puis, vous allez faire une petite croisière Désirade, Sainte, Marie-Galante. Vous êtes content? Voilà. Donc c'est la même chose. Et la pénibilité, actuellement dans le système de répartition, elle est prise en compte et permet à des personnes qui justement ont eu des contraintes physiques lourdes, qui entraînent bien souvent, ces personnes-là ont une carrière
de travail émaillée par des arrêts de travail, des accidents de travail, donc avec des coupures dans leur carrière, elle est prise en compte, cette pénibilité. Dans le projet, je n'ai pas eu... En fait, ce sont les syndicats qui viennent, qui le vont au rappellent. créneau et qui rappellent qu'il y a cette pénibilité, qu'il faut la recalculer, puisqu'il y a aussi, il faut des critères objectifs pour qu'elle soit recalculée, que ce soit la manière dont on travaille. Alors c'est sûr, les cheminots ne mettent plus du charbon dans les trains, mais il y a une autre forme de pénibilité qui est à prendre en compte. La posture, l'affluence aussi des personnes, et toutes ces personnes qu'il faut gérer, la pression, puisque ce sont aujourd'hui des chiffres que l'on demande à la SNCF, à la RATP et autres. Ce sont des chiffres qui sont demandés, une certaine pression. Donc évidemment, ce sont de nouveaux critères qui sont à prendre en compte, et c'est en cela que les syndicats en fait vont négocier avec les partenaires sociaux qui vont négocier avec le gouvernement. Nous-mêmes, on a négocié ce matin même. La présidente du Conseil national des barreaux était avec le garde des Sceaux pour négocier, voir un peu comment on pouvait retirer ce projet de retraite ou alors l'amender, et on nous a gentiment dit, eh bien on vous écrira. Voilà. Donc c'est la position du gouvernement. Pour l'instant, c'est comme les Gilets jaunes, ça fait 1 an, eh bien ils ne bougent pas, et c'est la raison pour laquelle là, tout le pays est à feu et à sang. Et qu'on n'a pas de conteneurs qui rentrent, et du coup on peut permettre c'est ça, on n'a rien. Et sur la pénibilité, en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'ils n'ont rien prévu, en fait. Donc quand vous nous posez la question de comment ça se passe, je ne peux pas pour le moment. Oui, parce qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas. Et puis, ils n'avaient pas prévu ça, en fait. Donc, c'est le mouvement de grève des cheminots, des syndicats, qui fait que, tiens, effectivement, on va y penser. Enfin, ils font semblant. En fait, ils voulaient le supprimer parce que ce sont des économies pour le gouvernement. Ils veulent tout supprimer, en tout cas. Et c'est parce qu'on monte au créneau que des droits seront accordés. C'est comme tout. Personne ne va vous dire finalement, tu as droit à ça, je te le donne. Non, il faut le réclamer. Voilà. Et c'est la même chose. Ils suppriment et puis ensuite, on vient pour négocier. D'accord. Et comment ça se passe au niveau du corps enseignant? Parce que je vois que vous avez un système pour faire le calcul, je crois, des retraites. Comment ça se passe? Excusez-moi, on calcule déjà le nombre de trimestres. Et ce que je disais tout à l'heure, on est pénalisé à partir du moment où on n'a pas atteint l'âge de 62 ans, et qu'on n'a pas le nombre de trimestres exigé, pour les enseignants notamment, on est en décompte. Et sinon, il y a aussi, on prend en compte aussi l'âge de naissance, on parle de l'âge de naissance qui détermine l'année de départ en fait. Alors ça, j'ai pas trop compris l'âge de naissance, puisque selon moi, normalement, il faudrait prendre l'âge à laquelle on arrête les études pour commencer à travailler logiquement, au lieu de prendre l'âge de naissance, non? Non, pas du tout. Enfin, oui, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas le cas. En fait, quelqu'un qui est né en 1953 doit... on lui exige 65 trimestres de travail, plus cette personne devrait partir à la retraite. L'âge légal étant 62 ans, elle peut partir à l'âge de 62 ans et elle peut aussi aller au-delà, jusqu'à l'âge de 66 ans et quelques mois. Vous nous avez expliqué tout à l'heure pour l'âge maximum. C'est ça là que le bas blesse. Mais le problème, c'est que nous, le calcul se fait en fonction aussi, il y a plusieurs critères en fait. Il y a aussi les bonifications, comme on disait tout à l'heure, bonification outre-mer. J'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai une bonification supplémentaire d'1 année. D'accord. Donc ça me permet de gagner un trimestre pour pouvoir avancer plus vite. D'accord. Voilà, et j'ai aussi les bonifications qu'on accorde aux parents d'enfants de 3 enfants. Ils ont des parents qui ont 3 enfants, ils ont une modification de 10% de plus que la maman perçoit et que le papa également perçoit. D'accord. Mais avec la nouvelle réforme, ce n'est du tout pas le cas. On perçoit 5% à partir du premier enfant, 10% à partir du second et 15% à partir du troisième enfant. Mais ce ne sont pas les 2 parents qui vont bénéficier chez nous de cette bonification, c'est le père ou la mère, ou sinon on divise par 2. D'accord. Voilà. Et concernant les parents de 2 enfants, ils ont aussi droit à 2% de bonification plus les 10%, les 15%. D'accord. Alors vous, monsieur André, comment ça se passe au niveau de vos cotisations? Vous payez vos charges à la caisse des retraites classiques normalement pour l'instant? Non. Comment ça se passe? Non, nous sommes dans le privé, comme il disait dans le reportage, c'est la caisse des indépendants. D'accord. Voilà. Et du coup, on doit... si on veut, en tout cas, si on a des prétentions de vivre une retraite, je ne sais pas, partir en croisière tout le temps, mais il faut recourir à une complémentaire, santé et retraite. Puisqu'on parle de la retraite aujourd'hui, mais c'est aussi valable pour la santé.
Et du coup, c'est comme ça que ça se passe pour nous dans le privé. Moi, je suis vraiment du côté des indépendants. Oui, pour les gens qui sont entrepreneurs, par exemple. Exactement. Donc ça veut dire concrètement, vous payez 2 fois les charges. Comment ça fonctionne? Puisque vous parlé de complémentaire. Non, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire la partie complémentaire. C'est vraiment complémentaire, puisque du coup, vu qu'il y a leur calcul, si avec les professionnels qu'on rencontre et qui travaillent dans ce milieu d'accompagner les indépendants, ils vous disent, voilà, si vous restez comme vous êtes là, c'est-à-dire au régime normal des indépendants, voilà ce que vous aurez comme retraite. Ben, si ça vous convient, vous dites OK. Si ça vous convient pas et que vous avez les moyens, vous dites je veux bien cotiser à telle ou telle caisse. Il n'y en a pas non plus des millions, hein, ils sont assez connus. Telle caisse pour la complémentaire. Et à ce moment-là, donc on ne paye pas 2 fois, c'est juste qu'on paye un peu plus pour prétendre en fonction de ce que vous voulez. avoir une retraite perso. Je vous dis mon cas perso, j'ai commencé quand j'ai démarré et j'ai arrêté au bout d'un moment. Oui, parce que c'est un budget pour les entrepreneurs, effectivement. Et oui. Qu'est-ce que je voulais... Je parlais de la complémentaire, excusez-moi. Oui, allez-y. Je vous ai juste ajouté que chez nous, il y a aussi la prise en charge d'une retraite complémentaire qui s'appelle COREM, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà. Et aussi, nous avons une retraite complémentaire, par contre, qui est obligatoire, qui est prélevée directement sur le salaire de tous les enseignants, je pense des fonctionnaires, mais je ne parle au nom des enseignants, de tous les enseignants, qui est de 5%, prélevé 5% sur le salaire. Et ça a été instauré depuis la mandature de M. Sarkozy. Et il nous a proposé aussi, non seulement il enlève les 5%, mais lui, il nous ajoute 5%, ce qui fait un taux de 10% qu'on perçoit lors du départ à la retraite. Après, c'est réparti par points. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas Voilà, cette pension était versée par les enseignants lorsqu'ils partaient à la retraite sous forme de capital. Et puis, depuis quelques années, il paraît que les enseignants ont trop de points. On ne peut plus leur donner cette pension sous forme de capital, donc ils perçoivent cette pension sous forme de rente. Ce qui ne fait vraiment pas beaucoup. Parce qu'après, derrière ça, il y a le prélèvement à la source. Oui. Non seulement le prélèvement à la source, mais la CSG, la CSG réductible, la CRDS et puis la CASA. Tout ça est prélevé. Donc après, on se retrouve avec 24 €, 30 € mensuels. C'est vraiment pas beaucoup. D'accord. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, puisque vous parliez des régimes complémentaires, je voulais y venir. On voit de plus en plus, ou on entend de plus en plus les gens expliquer que l'idée, avec ce système de retraite à points, c'est-à-dire que les gens vont travailler et vont payer eux-mêmes pour eux-mêmes, au lieu de payer dans la caisse de cotisation générale, comme ce qu'on connaît dans notre pays comme système, eux estiment que ça va développer surtout les retraites indépendantes et chaque personne va devoir se retrouver. Alors, on a un appel, on va prendre l'appel et comme ça, on posera la question après. Bonjour, bonsoir. Vous nous entendez? Oui. Bonsoir. 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 Alors, j'ai deux questions. Alors, présentez-vous et parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Comme ça, on saura. D'accord. Alors, je m'appelle Tony. On vous entend pas bien. Allô? Oui? Vous m'entendez mieux? Est-ce que vous pouvez parler peut-être un peu plus fort? Allô? Oui. Allez-y. Vous m'entendez mieux? Oui. Alors, je m'appelle Sonia. J'ai 2 questions à vous poser sur la retraite en question, comme c'est le thème de l'émission. Oui. Alors, j'ai regardé hier soir sur une chaîne Capital, sur M6, et je voulais savoir comment se fait-il, si vous êtes au courant, que les sénateurs, lorsqu'ils font juste 2 ans de mandature au poste, ils puissent toucher une retraite, si je ne me trompe pas, 1200 ou 1500 € à vie. Et est-ce que c'est possible parce qu'il y a une répartition plus juste des retraites au niveau des régimes spéciaux, étant donné qu'ils ont une réserve qui leur permet cela. Et ma deuxième question, ce serait, est-ce que si l'État français avait mis en place l'impôt à la source, on aurait eu un déficit moindre au niveau des retraites? Alors la deuxième question, c'est quoi? Est-ce que si on avait mis en place l'impôt à la source?
oui, sur les caisses de retraite. Pour tous les régimes, que ce soit du public ou du privé, on n'aurait eu pas de déficit et on aurait pu partir à peut-être 60 ans et avoir des retraites qui soient beaucoup plus conséquentes. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Merci pour vos questions, on va vous répondre. Merci, au revoir. Au revoir. Alors déjà, on va vous embaucher puisque justement le gouvernement, ce fameux gouvernement, c'était ma dernière question en fin d'émission, donc on va en parler tout à l'heure. Donc est-ce que si, par rapport donc la question du monsieur, par rapport à l'impôt à la source, est-ce que ça aurait été mieux pour le système de retraite ou est-ce que concrètement ça aurait peut-être pas changé quelque chose? On ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, puisque notamment tout à l'heure on parlait de la CRDS et de la CSG qui étaient là, qui ont permis de mettre de côté 20 ou 24 millions d'euros qui pourraient aussi servir pour la retraite et pour autant ce n'est pas fait. Donc on ne pense pas que l'impôt à la source aurait permis... Dépenses, voilà. Non, parce que de toute façon, finalement, on se rend compte que quand bien même certaines caisses ou certains fonds seraient excédentaires, on vous dit que c'est déficitaire et qu'il faut venir les combler et que c'est la raison pour laquelle tout le monde doit se serrer la ceinture, sauf une certaine catégorie de la population dont on retombe du coup sur la première question. Certains, pourquoi c'est vrai, certains sénateurs, députés, on a vu, qui travaillent quelques années, 2 ans, 5 ans pour les députés, 6 ans, et pour avoir une retraite qui finalement ensuite est calculée quand même au prorata. Mais ça leur ouvre droit à une jolie somme. Alors que nous, pour avoir cette somme-là, après avoir travaillé pendant 45-50 ans, on n'est pas sûr de l'avoir. Voilà, donc justement, la question du monsieur, qui était ma dernière question, mais je la pose maintenant. Comment ça se passe, comment ça se fait? Parce que eux, ils ne voient pas que leur régime, bien sûr, il est plus que particulier. Je prends un exemple très simple. Le président le plus payé, donc moi je l'appelle, je ne vais pas le dire parce que ça va être un petit peu méchant, mais je l'appelle Highlander, je crois qu'ils vont enterrer tout le monde. C'est Valéry Giscard d'Estaing, le dernier des survivants, qui perçoit 2,4 millions de retraites par an et qui coûte 3,6 millions puisque en plus de sa retraite en monétaire, il faut les services de sécurité et tout. Donc on a entendu que François Hollande avait renoncé parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils font des cumuls de mandats, ils cotisent, nous payons pour qu'ils puissent avoir encore plus de retraite. Donc forcément, pourquoi est-ce que le gouvernement ne commence pas par serrer sa propre ceinture? Ça c'est la question que je pose, que tout le monde se pose, parce que 3,6 millions qui rentrent dans les caisses, ce serait magnifique pour pouvoir aider Je crois qu'on est le pays où les anciens présidents touchent le plus. Je veux dire que même les États-Unis qui dirigent un continent, je le dis souvent, leur propre retraite est plafonnée au niveau des présidents à 1,5 million. Ils vont pas se mettre une épée dans le pied non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sénateur et j'ai ma retraite, où je suis députée et puis je bénéficie un peu de tout cela. Je vais certainement pas faire en sorte que par la suite les autres ne puissent pas en bénéficier, puisque je vais tenter aussi. Après c'est toujours les mêmes personnes, c'est un peu votre entourage que vous arrivez à placer. C'est politique tout ça. Donc ensuite il y a les lobbyistes, pardon. Et donc le lobbying, ça vous permet aussi d'avoir certains avantages en nature. On va pas non plus dévoiler des secrets de polichinelle. On n'est pas là. On va pas non plus se retrouver mis en examen en sortir de cette émission. Mais voilà. On s'arrêterait. En tout cas, pour ma part, je m'arrêterai là dans mon propos. Je laisse la parole aux autres. On ne va pas non plus se couper la tête soi-même. Pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, ils ont des scooters à aller acheter pour aller faire des visites. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas toucher. Alors qu'est-ce que vous voulez peut-être dire un mot par rapport à ça? Que Valéry Giscard d'Estaing n'est pas le seul. Et j'avais envie de dire, à vrai dire, on peut l'excuser, lui. Il est vieux. C'est difficile pour lui, donc je peux arriver. Il a quand même touché 50 ans de 3,6 millions. Oui, mais bon, maintenant, beaucoup, voilà. Mais Nicolas Sarkozy, son local professionnel est payé par l'État. Merci beaucoup, M. Macron, de renoncer à beaucoup de choses parce qu'il est très jeune. Une voiture. On aurait eu encore 60 ans de 2,6 millions, ça aurait fait mal un petit peu. Voilà, et ils ont, je crois, aux alentours de 5 500 € par mois à vie. Et avec tous les frais pris en charge, c'est-à-dire que les 5 000 €, c'est de l'argent de poche, vraiment.
Donc, ça n'a rien à voir avec les 1 000 €. On vous promet 1 000 €. C'est ça le système universel, c'est que tout le monde ait 1 000 €. C'est superbe. 1 000 € minimum. C'est superbe. Maximum, parce que il y a l'impôt sur le revenu après. Voilà. Effectivement. On parle de ça comme... Oui, voilà, c'est ça. Donc le 1 000 €, le Saint Graal, vous voyez, parce qu'on pense à vous. Non. Après, on vous parle de ça, on vous parle pas aussi. On focalise sur les régimes donc spéciaux comme les cheminots ou les avocats, et on parle pas des grands chefs d'entreprise qui ont des golden parachutes à 3 millions, 5 millions quand ils partent. Là j'étais très très étonnée. Je viens de lire un titre tout à l'heure où on a Carlos Ghosn qui est parti. Moi je l'appelle Ghost maintenant. Voilà, qui est parti et là qui a signé donc son employeur Renault devant le Conseil des prud'hommes. Normalement, au Conseil des prud'hommes, on va des petits salariés, mais lui il a signé parce que il trouvait juste qu'on lui ait supprimé son avantage de retraite, que son employeur lui ait supprimé, qui est donc environ 750 000 € par an. C'est ce qu'il devait avoir pour sa retraite. Vous voyez bien qu'on est dans un monde parallèle qui n'a rien à voir avec vraiment nous en bas, avec nos 1 000 € ou nos 1 400 € pour la retraite d'avocat, 1 400 €. Ça n'a rien... Voilà. Mais sur ça, le gouvernement ne vous en parle pas. Il ne vous en parle pas. Alors, si tout le monde doit être vraiment au même niveau, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont un golden parachute, qui ont 750 000 € de retraite par an, ou les députés, ou eux-mêmes? Alors, est-ce que pour les professeurs, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être reconduit? Qu'est-ce que vous demandez concrètement? En fait, nous, SEUNSA, syndicat des enseignants, nous ne sommes pas demandeurs de la réforme. Nous avons demandé la suppression de l'âge pivot, total, ce qui pense être acquis. Nous demandons aussi la revalorisation des salaires des enseignants, puisque ça permet d'augmenter aussi la pension de retraite, bien évidemment. Et nous demandons aussi à ce que le ministère, puisque la sécurité sociale ne pose plus de problème, que le ministère aille récupérer une partie du FFR, Fonds de réserve des retraites, pour permettre de financer la retraite. Alors, nous aussi, d'autant plus que nous conduisons cette manifestation. D'ailleurs, ce soir, cet après-midi, ou vers 18h en tout cas, nous avons une réunion au siège syndical pour prendre une décision. Oui, aujourd'hui, c'était la journée des réunions. Je pense que finalement, puisqu'on n'a pas obtenu satisfaction des différentes revendications, donc nous allons probablement reconduire absolument. D'accord. Alors moi, je tiens à préciser, juste pour que ce soit clair, vous, pour le moment, donc les enseignants, la retraite est calculée sur les 6 derniers mois. Voilà. Alors que ce que propose la réforme, c'est que ce soit calculé sur toute la carrière, voilà. Les plus belles années, quelque chose comme ça. Les 25 plus belles années. Le privé, 25 millions non, les privés. Ça, c'est toute la carrière. Voilà, tout à fait. Mais nous, pour l'instant, actuellement, la retraite est calculée sur les 6 derniers salaires. Voilà. Ce sont les meilleurs salaires. C'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'ils ont l'ancienneté, ce sont les meilleurs salaires. La nouvelle réforme dit qu'on va calculer la pension sur l'ensemble de la carrière. Mais une carrière d'enseignant de début de carrière, c'est 1 900 €. Alors quand on en calcule sur tout l'ensemble de la carrière, ça fait pas, c'est une baisse de pension. Ça entraîne une baisse absolument de pension. Effectivement. Donc, alors moi, j'ai une petite question à vous poser, parce que je trouve quand même ça assez infernal. J'aurais même dit inferno, un mot que j'ai inventé, parce que c'est tellement infernal que c'est multiplié pour moi. Comment ça se fait que les femmes cotisent moins forcément pour la retraite, puisqu'elles sont moins payées dans la société que les hommes? Il y a eu un rapport qui est sorti qui explique que si les femmes étaient payées au même titre, au même salaire, à compétences égales que les hommes, il y aurait plus de 4 millions ou 4 milliards, 4 millions peut-être. Bon, comme le chiffre million-milliard, c'est énorme, donc je revérifierai. Mais il y a beaucoup d'argent qui va rentrer dans la caisse par an, et ça éviterait que la caisse soit déficitaire. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi dans la réforme
ce ne soit pas quelque chose qui soit pris en compte. Et comment ça se fait donc que, selon ce qui est dit, les femmes seront les grandes perdantes, surtout les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Comment ça fonctionne? Comment c'est calculé pour qu'on en arrive à ce point-là, à ce niveau-là? Alors, je sais que nous, pour la CNBF, enfin, c'est la caisse à laquelle on cotise, justement, les cotisations sont égales pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même si on a eu un congé maternité ou quoi que ce soit, c'est la même retraite pour tous. C'est vraiment d'un point de vue égalitaire. Voilà. Pour nous, les avocats, pour notre caisse privée, pour notre caisse privée autonome. Mais il est vrai que là, dans le projet de retraite, il y a une discrimination entre hommes et femmes qui a toujours existé et qui n'est toujours pas réparée, finalement. Et qui se voit vraiment dans le système. Tout à fait, parce qu'ils veulent instaurer donc ce système de retraite non plus par répartition, mais par points. Par points, ensuite, c'est un point, donc on cotise. Donc évidemment, si vous gagnez moins, vous cotisez moins. Lorsque vous êtes dans en congé, surtout pour les femmes, congé maternité ou congé parental, même pour les hommes, pour le congé parental en tout cas, mais qui se prend moins, qui se fait moins, eh bien on cotise moins aussi. Donc finalement, votre pension, elle est calculée comment? Vous avez ce point, c'est ce que le projet de réforme dit, vous avez ce point qui ensuite est multiplié par la valeur du point. Et cette valeur du point, avec les critères objectifs, qu'on ne connaît pas, avec l'espérance de vie qui va certainement changer d'année en année, avec l'inflation, soi-disant l'inflation, sauf que tout augmente, sauf vos pensions. Sauf les retraites, sauf les payes. Et c'est exactement ça. Donc il y a tout un tas de critères qui vont conditionner cette valeur du point qui va permettre de multiplier vos points. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les femmes, ou même, on parle des femmes, mais il y a certaines personnes qui sont dans des situations un peu plus difficiles. D'autres, par exemple, celles qui sont... qui ont un handicap moteur ou quoi que ce soit, qui bénéficient d'une aide complémentaire de l'État, mais qui cotisent moins parce qu'elles gagnent moins, eh bien, ces personnes-là aussi sont touchées. Et il est là, c'est là où le bas blesse, puisque finalement, l'écart se creuse avec ce projet de réforme des retraites. L'écart se creuse entre ces personnes qui vont pouvoir cotiser beaucoup parce qu'elles vont gagner beaucoup, et ces autres personnes qui gagnent moins. Et dans ces autres personnes qui gagnent moins, ce sont ces minorités, toujours les mêmes. Ça va être les femmes, ça va être les personnes qui sont atteintes d'un handicap, ça va être les personnes qu'on va mettre... Qui ont été en longue maladie. Qui ont été en longue maladie, qui ont des problèmes physiques ou... voilà. Et voilà, c'est ça. En gros, voilà comment le projet de réforme de retraite est présenté. D'accord. Donc aujourd'hui, comme on est dans le doute, quels conseils vous pouvez donner si quelqu'un veut ouvrir, par exemple, son entreprise? Est-ce qu'il doit tout de suite ne pas compter sur le système de retraite qu'on connaît, parce qu'on a bien compris que quand il aura fini sa carrière de 40 ans, on ne sait pas du tout où il sera. Est-ce qu'il doit, vous lui conseiller, par exemple, de cotiser directement dans une caisse de retraite, puisque de toute façon, il va y en avoir de plus en plus, c'est ce que les gens dénoncent. Ils dénoncent qu'on va se retrouver à payer chacun pour sa propre retraite. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que nous, on conseille tout le temps aux gens d'ouvrir des sociétés, mais ils sont perdus, ils ne savent pas comment cotiser. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oui, ce sont des assurances à ouvrir, des retraites complémentaires. Mais quand vous posez la question, j'ai l'impression que peut-être que des personnes en vous posant la question ont l'impression qu'on peut ne pas cotiser au régime général. Mais en fait, c'est ça. Ah non, c'est pour ça qu'on a fait l'émission. C'est pour ça. Parce que les gens sont perdus. Vous n'avez pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Alors maintenant, en plus, le RSI, donc c'était la caisse donc privilégiée donc pour les entrepreneurs, la caisse des indépendants, elle disparaît puisqu'ils l'ont fait disparaître. Oui, mais ça, c'est pas plus mal parce que ça met beaucoup d'entreprises en difficulté. Oui. Maintenant, c'est comment remplacer. Maintenant, qui d'autre va causer la difficulté? Bon, ça c'est à mon avis. C'est juste une transposition, ça se rappellera plus RSI, mais voilà, c'est maintenant c'est l'URSSAF, c'est la Sécu. C'était la CECI, mais personnellement, quand vous demandez quelque chose à la sécurité sociale, il faut attendre, il ne faut pas être en urgence. Donc je ne vois pas trop la différence avec les problèmes qu'on rencontre avec le RSI, qui effectivement, qui était une caisse où quand on posait une question, qui avait l'air totalement perdu. Mais même au niveau du calcul, il y avait des gens qui ne savaient pas calculer. 20 000 € à payer alors qu'ils avaient fait 10 € de chiffre d'affaires, donc c'était vraiment c'est un truc à couler. Mais je ne pense pas, pour l'instant, je n'ai pas encore de retour. J'ai pas l'impression que ça va fondamentalement changer. D'accord. Mais en tout cas, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de cotiser. Oui. Donc, le conseil, ce serait de mettre aussi, en plus de ça, mettre de côté. Mais tout à l'heure, vous avez bien dit que vous avez arrêté. C'est dur.
Et oui. Alors, on a le temps de prendre l'autre, c'est bon. On avait un appel, mais on n'a pas eu le temps. Alors, je sais que c'est une émission, puisqu'on a eu pas mal de questions. Bon, s'il faut, on essaiera de refaire peut-être en fonction de l'actualité, peut-être la semaine prochaine. De toute façon, aujourd'hui, on devait avoir des intervenants du MEDEF et tout pour nous expliquer tout ça. Donc, les autres syndicats qui n'ont pas pu venir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de réunions, puisque les grèves seront peut-être reportées. Donc, gardez vos questions pour la semaine prochaine. Sinon, au pire, vous nous les envoyez soit directement, puisque l'émission est sur le lien sur Facebook. Donc, vous pouvez poser les questions. Comme ça, nous, on regardera pour la semaine prochaine. Et on verra, même pourquoi pas, si vous êtes disponible pour essayer de nous en reparler, pour qu'on suive un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, soit qui vont commencer à travailler, soit qui doivent ouvrir une entreprise, qui nous posent la question, nous, sur les réseaux. Donc là, on n'a pas le temps de vous répondre au téléphone, puisque l'émission est terminée. Moi, je vous invite surtout, la personne qui a appelé, à aller sur la page Facebook de Canal 10, poser votre question en commentaire et on va la reprendre. On verra peut-être la semaine prochaine. De toute façon, suivez les réseaux, on va voir si on reconduit une deuxième session pour les retraites. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, on verra si c'est possible de le faire pour la semaine prochaine. Merci d'être venu aujourd'hui. Un léger mot rapide pour la fin. Oui, disons que voilà. Et comme disait Madame tout à l'heure, je me rends compte que ce sont les femmes qui sont effectivement les plus perdantes dans cette histoire. Voilà, les plus perdantes dans cette histoire. Parce que, à cause déjà du congé de maternité, et la retraite par points n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas une affaire, c'est pas intéressant parce que pour 10 euros que je cotise, je perçois 1 euro. C'est pas beaucoup. Donc ça, c'est un point, excusez-moi, je perçois un point. C'est vraiment rien. Et quand on calcule, véritablement, nous au siège, on a essayé de faire des calculs et nous avons constaté que les collègues perdent au moins, au niveau des syndicats enseignants, au niveau des enseignants, surtout, 200 euros. Bon, c'est pas négligeable. La baisse de pension de 200 euros, c'est quand même beaucoup. Alors, un mot en une seconde pour la fin. Bon, du coup, parce que c'est vrai que vous êtes venu parce que vous êtes un entrepreneur et que vous-même, vous essayez de comprendre quel système. Le mot que je pourrais dire aux entrepreneurs, du coup, j'ai envie de m'adresser aux entrepreneurs comme moi, c'est essayer de vous organiser pour ne pas forcément attendre que sur le régime général, comme vous pouvez. Voilà. Et tenez bon. Bon, très bien. Un petit mot pour la fin. Là, alors moi, en tant que syndicaliste, parce que je suis vice-présidente de l'Union des jeunes avocats, nous avons initié une grève, l'ordre a initié une grève lundi dernier à l'appel du Conseil national des barreaux. Donc c'est toute la France, tous les barreaux de France qui sont en grève. Ça a été reconduit pour une semaine dans beaucoup de barreaux. Pour nous, en Guadeloupe, il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui à 15h, donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, je ne doute pas de son issue. On vous donnera l'information. Alors, nous nous mobilisons et nous appelons en fait la population à comprendre notre mobilisation parce qu'on se bat pour nous, on se bat pour la population. Voilà. Juste une seconde, parce que là, il nous jette dehors. Oui, que les avocats versent 110 millions par an au régime agricole et artisan. Et donc la solidarité, nous la connaissons. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. À la semaine prochaine, on vous quitte, on vous voit ce qu'on pourra faire pour vous, pour reparler du sujet. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.